Puisque nous avons on avait pensé faire une projection, mais... Mesdames, Messieurs les journalistes, puisqu'il s'agit effectivement d'une conférence de presse, mais pas une conférence ordinaire, il s'agit de la présentation à la presse de notre projet de société. Camarades membres du Bureau national, camarades militants et sympathisants du Pacte socialiste pour le renouveau. L'heure est venue de présenter notre projet de société au peuple togolais à travers la presse. Je vous réitère mes remerciements et les excuses également pour les erreurs qui ont pu se glisser dans l'organisation. Je disais ici, lors de l'acceptation de mon investiture, que un très bon projet de société entre les mains d'une personne qui ne croit pas aux valeurs, entre les mains d'un président peu soucieux de l'intérêt général, un tel projet de société ne voudrait absolument rien. C'est justement pour cette raison que d'entrée, je voudrais vous dire que les qualités de celui qui porte le projet est fondamentale. Et je voudrais aussi vous dire, contrairement à ce que beaucoup de Togolais pensent, ou certains Togolais le disent, je crois qu'ils le disent parce qu'ils sont désespérés, que l'essentiel c'est de pouvoir changer le chef de l'État, l'actuel président, parce qu'il y a longtemps qu'il est là, on est fatigué de lui, et le résultat n'est pas au rendez-vous, c'est vrai. Mais je veux aussi dire au peuple togolais qu'il ne s'agit pas de le changer. Il faut aussi changer la façon de faire et changer radicalement la politique dans notre pays. Il faut qu'on en arrive à une situation dans laquelle les dirigeants ont une autre perception du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être un instrument de jouissance. Le pouvoir est destiné à réaliser le bien-être d'un plus grand nombre. Et c'est justement pour cette raison que, avant de parler de mon projet de société, je vous dirai ma foi. Ma foi, c'est d'abord le caractère sacré de l'homme, qui doit être au centre de toute action. C'est fondamental pour moi. Je veux aussi vous parler de ma méthode, en disant qu'il s'agira de l'écoute dans l'humilité et de l'action dans la concertation. Vous annoncez que ma boussole, ce sont les valeurs. Parce que les valeurs politiques sont pour nous, au Pacte socialiste pour le renouveau, les valeurs en général sont pour nous, au Pacte socialiste pour le renouveau, une boussole. Un navigateur qui n'a pas de boussole se perd. Et de la même façon, pour nous, au Pacte socialiste pour le renouveau, les valeurs constituent notre boussole. Et vous l'avez vu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons tout dit bâtir sur les valeurs. Et c'est en bâtissant sur les valeurs que nous allons reconstruire l'espoir. C'est convaincu de ces éléments, des préalables que je viens de vous présenter, que je vous annonce que notre projet de société s'articule autour de 4 points essentiels, à savoir la refondation de la nation, l'émergence d'un État moderne, l'épanouissement intégral de l'homme et une coopération pragmatique. Après cela, je terminerai normalement avec la mobilisation des ressources que je ne considère pas comme un point du projet politique puisque tout dépendra ou bien cela s'inscrira
dans le cadre de toutes les actions qui se feront pour faire aboutir ce projet. Parlons donc du premier point, qui est la refondation de la nation togolaise. Il est courant de parler de la nation, La nation est fondée sur un certain nombre d'éléments, et parmi ces éléments, il y a un qui m'intéresse essentiellement, c'est la conscience de notre unité. Et dans la conscience de cette unité, il y a aussi cette volonté d'être lié, d'être un tout indivisible. Et nous ne pourrions pas être un tout indivisible si un certain nombre de principes ne prévalent pas. Nous ne pourrions pas être un tout indivisible s'il y a l'injustice dans ce qui se fait. Si nous sommes un tout indivisible, comme un corps humain, lorsque les yeux souffrent, les pieds souffrent. Lorsque on a mal au ventre, c'est tout l'organisme, c'est toute la personne qui est en difficulté. Et pour cette raison, il faudrait que nous puissions constituer ce tout. Pour constituer ce tout, un certain nombre d'exigences sont indispensables, parmi lesquelles, je les cite rapidement, la transformation des mentalités, la gouvernance par l'équité, la solidarité nationale, et ensuite, comme moyen, faire ressortir les citoyens de l'anonymat. Et il faudrait également instituer un service civil ou militaire selon les choix des uns et des autres. Parlons d'abord de la transformation des mentalités. Chers amis, chers frères, chers concitoyens, le problème au centre de nos préoccupations, les problèmes dont souffre le pays, ne sont pas fondamentalement des questions de moyens. Vous pourriez avoir beaucoup de moyens. S'il n'y a pas une mentalité appropriée, ces moyens seront mal utilisés et ces moyens, véritablement, seront parfois même source de conflits. C'est justement pour cette raison que la première priorité, peut-être la priorité fondamentale, structurante d'un développement durable, c'est la transformation des mentalités. Et pour y parvenir, je vous annonce déjà que lorsque je serai président de la République, cette première rentrée scolaire, c'est trop tard déjà. Déjà, dès la prochaine rentrée scolaire, il faut tout mettre en œuvre pour que le droit instrument de développement, le droit instrument de structuration, en quelque sorte des mentalités aussi, devienne obligatoire dans tous les lycées. Je le dis ici parce que le citoyen doit savoir ce qu'est l'État. Le citoyen doit comprendre que construire un hôpital n'est pas une faveur du président de la République pour une population. Construire une route, c'est une obligation fondamentale de l'État. Le patrimoine de l'État n'est pas le patrimoine du chef de l'État. Je crois que l'ignorance est source de domination, en quelque sorte, et de soumission indue. Par conséquent, tous les Togolais doivent pouvoir connaître leurs droits et leurs obligations. Il ne s'agit pas de faire de nous tous des magistrats ou des avocats, mais de donner les éléments nécessaires à l'appréhension ou à la compréhension de l'action politique. Plus tard, lorsque nous serons suffisamment assis, l'enseignement même du droit viendra jusqu'au collège. Et sur les notions élémentaires, il faudrait même initier cela déjà dès l'école primaire. Je disais aussi que l'éducation civique sera obligatoire, parce que c'est aussi un élément de transformation des mentalités. La transformation des mentalités devra commencer également dans nos foyers. Et il faudrait éduquer nos enfants, éduquer nos jeunes
à l'égalité des sexes. Un homme peut faire la cuisine. Un homme peut s'occuper d'un enfant. Et la femme peut faire toutes sortes de travail. Cette transformation des mentalités me paraît aussi fondamentale. La transformation des mentalités passera également par la recherche de l'excellence. Vous le verrez dans les développements que nous ferons, parce que pour nous, le travail est une valeur fondamentale dans la société. Nous vous l'expliquerons dans quelques instants. Pourquoi est-ce que nous faisons donc du travail comme une valeur sociale fondamentale? Lorsqu'un jeune est né d'une famille pauvre, lorsqu'on ne laisse pas un héritage à un jeune, lorsque ce jeune veut sortir de sa situation, que doit-il faire? Il ne peut le réaliser que par le travail. Et le travail bien fait. Donc le travail doit être pour nous une priorité. Et vous savez, nous avons parfois ces informations, la campagne ou les campagnes vont commencer bientôt. Certaines personnes qui n'ont absolument rien, à la fin de cette campagne, deviendront des multimillionnaires. C'est dénigrer le travail. C'est de ne pas donner à ceux qui travaillent la valeur qu'ils méritent. Et donc, le travail doit être une valeur sociale profonde. Nous devons également passer par le bien public. Le bien public doit être respecté et il faut transformer les mentalités dans ce sens. Quand on sait que le bien public est public, on ne possède pas de détournements. Comment pouvez-vous expliquer, mesdames, messieurs les journalistes, que des citoyens togolais travaillant dans l'administration deviennent des multimilliardaires sans que personne s'en inquiète? Nous sommes dans une société qui a perdu les valeurs. Je le disais dans l'introduction, nous sommes dans une crise profonde, crise politique profonde dans notre pays, mais cette crise est avant tout une crise des valeurs, une crise morale. Et on ne donne que ce que l'on a. Vous ne demanderez pas à une personne malhonnête d'essouffler une dynamique d'intégrité nationale. Ce n'est pas possible. Soyons réalistes. Deuxième élément dans la refondation de la nation togolaise, c'est ce que nous appelons la gouvernance par l'équité. Et cette gouvernance par l'équité se passera également par l'équité ethnique, mais aussi l'équité dans les régions. Le problème ethnique est aujourd'hui occulté de tous les débats politiques. Personne ne veut en parler, sauf le Pacte socialiste pour le renouveau, puisque nous avons déjà organisé un séminaire sur cette question, l'ethnie dans la politique autre. Ce n'est pas parce que des questions sont gênantes, ce n'est pas parce que des questions sont sensibles qu'il ne faut pas les aborder. Aujourd'hui, dans la conscience de tout le monde, les gens me disent, il y a un problème ethnique dans notre pays. Pourquoi nous n'en parlons pas? Le problème ethnique ne résulte pas du fait que cette ethnie, en réalité, a priori, est contre cette ethnie. Non. Le problème ethnique existe pour la simple raison que on pense que certaines ethnies sont favorisées par rapport à d'autres ethnies. S'il en est ainsi, mes amis, nous ne formons pas un tout. Lorsque une ethnie se sentira en difficulté, les autres ne se sentiront pas concernés. On n'est donc pas une nation dans cette circonstance. C'est pour cette raison qu'il faudrait trouver des critères, des aménagements, pour que toutes les ethnies puissent être traitées de façon égalitaire. Je m'engage dans ces conditions, si nécessaire, à transformer ou bien à modifier la constitution togolaise. Lorsqu'on aura un concours de recrutement, par exemple, il faudrait allier excellence et critères ethniques. Nous voudrions recruter peut-être une centaine de personnes. Que ferions-nous? Les 20 premiers sont pris systématiquement, peu importe leur origine, leur religion. Il en reste 80. On peut les répartir par les grands groupes ethniques en prenant dans chaque groupe les meilleurs. Si nous le procédons ici, j'en suis sûr qu'aucun groupe ethnique ne se sentira lésé par rapport à l'autre.
aucun groupe ethnique ne va lutter pour que ce soit son ethnie qui soit fondamentalement et nécessairement maintenue au pouvoir ou puisse accéder au pouvoir. Et cette exigence sera mise aussi en œuvre dans la nomination au poste de responsabilité sur l'ensemble du territoire. Il faudrait qu'on puisse le faire en toute transparence pour que les uns et les autres puissent avoir confiance en l'État. L'État n'est pas un instrument de jouissance, mais un instrument de réalisation du bonheur de tous, comme le pouvoir. Je parlais aussi de l'équité dans les régions. Aujourd'hui, il y a certaines régions du pays qui se sentent très frustrés parce qu'ils estiment qu'ils procurent les ressources nationales, mais qu'ils sont négligés. Comment peut-on comprendre qu'on puisse exploiter les richesses du sous-sol avec ses conséquences humaines, par exemple des maladies, des conséquences sur l'environnement, et que cette zone soit fondamentalement délaissée? S'il en est ainsi, mes chers amis, vous créez un sentiment de frustration. Et ne vous attendez pas à ce que ces personnes s'attendent totalement au développement du pays, dans une cohésion acceptable. Et donc, il faut y réussir. La refondation de la nation passe aussi par la solidarité nationale. Quand on dit solidarité nationale, cela veut dire que, bien évidemment, toutes les couches doivent être concernées. D'abord, solidarité entre les générations, fondamentale. Comment peut-on comprendre que des personnes qui, toute leur vie durant, ont travaillé pour ce pays, arrivent à la retraite avec des pensions minables, des pensions qui ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins élémentaires? Il n'y a pas longtemps, je suis sûr que bien sûr les journalistes ont suivi cela en Allemagne, il y a moins de 2 mois, où la Cour suprême allemande a décidé, a jugé que lorsqu'on réduit l'allocation chômage d'une personne, vous êtes au chômage, on vous donne une allocation, si vous trouvez du travail, vous refusez, on réduit cette allocation. Et la Cour dit que si on réduit l'allocation au point que la personne n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins, c'est qu'il y a atteinte à la dignité humaine. On peut réduire, mais on ne peut pas descendre en dessous d'un certain montant. Et pourtant, nous, ça ne nous dit rien que nos retraités vivent dans la misère après avoir rendu service à la nation. Et au même moment, on peut se demander comment sont gérés les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux qui ont travaillé sont dans la misère et d'autres viennent en profiter parfois de manière inappropriée. Solidarité entre les générations. Solidarité entre les différentes couches sociales. Ça peut se faire également par le truchement des impositions, mais également dans le cadre des prestations qui seront faites, il faut tenir compte des revenus des uns et des autres, et pour cette raison, il faut une transparence absolue. Solidarité à l'égard des personnes dans situation de handicap. Je ne peux pas aller trop dans les détails, mais nous avons une idée précise sur ces questions. Mes chers amis, pour qu'il y ait une réelle solidarité, nous devons nous connaître. Et c'est justement pour cette raison que nous devons faire sortir les Togolais de l'anonymat total. Nous devons informatiser le fichier de l'état civil. Lorsqu'un citoyen togolais est né aujourd'hui, quelques jours après, peut-être 3 jours, il faut qu'il soit recensé, qu'il y ait un numéro matricule qui permettra également sa protection. Et avant la fin de notre mandat, premier mandat, tous les Togolais seront recensés avec leur numéro matricule. Si l'un d'entre eux devient trop tôt orphelin, il faut qu'on le sache pour qu'on prenne les dispositions nécessaires en sa faveur. Lorsque nous allons accorder des aides aux étudiants ou des bourses aux étudiants, ça ne saurait se faire de manière, je vais dire, active ou bien de manière approximative ou au hasard.
il faut connaître leurs ressources, il faut connaître leurs revenus. Et c'est justement pour cette raison que cela est possible de suivre chacun. Qui est ton père? Qui est ta mère? Quels sont ses revenus? Parce que, connaissant mes amis les étudiants, quand on leur donne des aides, d'autres n'arrivent pas à la maison avec les aides. Ils vont prendre ça pour aller dans un bar ou aller dans une boîte, ils s'amusent. Alors que d'autres doivent faire l'économie sur ces aides pour aider leurs petits frères ou aider leurs parents. Cela signifie qu'il faudrait tenir compte des situations de chacun pour réaliser une équité. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous connaissons pas. Nous ne pouvons pas le faire si nous sommes dans l'anonymat total. Et pour transformer les mentalités, chers amis, également, nous pensons qu'il faut instituer un service civil ou militaire obligatoire. Il s'agit de faire naître chez chacun le sentiment d'appartenir à une nation et que chacun d'entre nous a des devoirs à l'égard de la nation, tout autant que la nation a des obligations à l'égard de chaque individu. Sur les modalités du service civil ou militaire, sur la durée, sur les avantages qui pourraient s'attacher à ces services, je crois que nous débattrons ensemble, comme je vous l'ai dit. J'agirai dans la concertation et j'écouterai avec humilité. Puis, je crois avoir terminé alors ce premier point et je demande à nos amis les journalistes d'être un peu patients. C'est une présentation inhabituelle. Généralement, s'il s'agit d'une conférence de presse, on vient en 15 minutes ou 5 minutes, on fait une présentation linéaire et vous posez des questions. Il s'agit de présenter un projet de société. Soyez patients, s'il vous plaît. L'émergence d'un État moderne. Quand nous parlons d'un État moderne, il ne s'agira pas de le faire de façon ponctuelle et d'en finir. Non. Il faut structurer les choses. Il faut structurer les institutions, de sorte que qui viendrait après dans notre pays, qui ne puisse plus instituer une dictature. En réalité, c'est ce à quoi permet d'aboutir aussi la transformation des mentalités. Des mentalités bien préparées permettent de faire obstacle à une dictature. Et donc, sur l'émergence de l'état de droit, 1, nous aurons l'effectivité du droit. 2, les droits de l'homme. 3, l'accès à la justice, l'indépendance de la justice, les réformes institutionnelles, la transparence dans les affaires publiques, le développement homogène des régions. D'abord, l'effectivité du droit. Toutes les autorités, peu importe leur niveau de responsabilité, y compris le chef de l'État, toutes les autorités seront soumises à la loi. Et à la loi dans toute son intégralité. Nous mettrons en place pour cette raison l'Observatoire de l'État de droit, qui permettra de vérifier si effectivement ces règles sont respectées. Si les autorités sont soumises à la loi, il en résulte aussi que tous les citoyens seront soumis à la loi, et à la loi dans sa totalité. Vous savez, le juriste que je suis sait que derrière les lois, il y a des valeurs. Lorsqu'un conducteur de taxi ou un conducteur de moto ne respecte pas le feu tricolore, pour lui, je ne respecte pas le feu tricolore, ce n'est rien, et que la police, surtout quand la police n'est pas là, je passe et je continue. Ce n'est pas ça, le bon citoyen. Parce que derrière le respect du feu tricolore, il y a une valeur fondamentale. C'est le respect de la vie humaine, en réalité. Si le citoyen comprend que derrière le feu tricolore, c'est la vie humaine qui est en jeu, je crois qu'il ne va pas violer le feu tricolore comme nous avons l'habitude de le faire aujourd'hui. Et vous comprenez que sur cette question également, ce sont des problèmes de mentalité, des problèmes de connaissance de la règle. Et donc, nous devons tout faire de sorte que nous puissions respecter la loi. Et chaque citoyen doit être en mesure
de justifier de son niveau de vie. C'est fondamental. L'effectivité du droit voudrait effectivement que chaque citoyen justifie son niveau de vie. Si mes revenus ne me permettent pas de construire ou d'acheter des châteaux à l'étranger et que je le fais, je dois pouvoir expliquer comment je suis parvenu à le faire. C'est la fin en quelque sorte de l'impunité. Nous passons à présent sur la question du respect des droits de l'homme, comme dans l'émergence de l'État moderne. Je le dis, je le répète, et je voudrais que les journalistes le retiennent. Sous ma présidence, il n'y aura pas de détenus politiques. Il n'y aura pas d'exilés politiques. S'il en arrive que vous en trouviez, rappelez-moi la phrase que vous avez dit, qu'il n'y aura pas d'exilés politiques et qu'il n'y aura pas de détenus politiques. Sous ma présidence, les auteurs des tortures seront poursuivis conformément à la loi. Parce que l'interdiction de la torture, vous savez, c'est la protection de la dignité humaine. C'est la protection de l'intégrité humaine. Et je vous dis, l'homme est au-dessus, ou bien l'homme doit être au centre de toutes les préoccupations. Sous ma présidence également, les discriminations fondées sur l'ethnie, le sexe, les opinions politiques seront sanctionnées. Et si on prend en compte l'ethnie, il faut que ce soit dans le cadre de la loi telle que je vous l'ai annoncé. Dans les 6 mois qui suivront notre élection, nous rendrons disponible un code de procédure pénale pour éviter qu'on ne mette les gens en prison en désordre comme cela se passe actuellement. Il faudrait des garanties, un juge des libertés devant qui on doit passer avant de savoir qui pourra être mis en détention préventive. Et la loi elle-même définit déjà les critères permettant de le faire. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués comme il se doit. L'accès à la justice aussi est un élément fondamental, puisque cela relève des droits de l'homme. Savez-vous, mesdames, messieurs les journalistes, que dans notre pays, le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. En dehors de Lomé, il n'y a pas un tribunal de travail. Lorsque le salarié de Dapaon a des difficultés avec son employeur, s'il s'agit d'une question de 100 000 francs, que voulez-vous qu'il fasse? Il pourrait être amené à y renoncer. C'est une atteinte aux droits fondamentaux. Je vous le dis, si je venais à être élu, et je crois que je serai élu, ce problème sera réglé dans le temps. Vous le retenez très bien, j'ai dit, il sera réglé dans les 3 mois. Vous reviendrez me demander si je l'ai réglé ou si je ne l'ai pas réglé dans les 3 mois. Les décisions de justice dans notre pays également doivent être rendues dans un délai raisonnable et avec cohérence. Si on est en présence des affaires complexes, on doit le savoir, certainement un délai plus long. Lorsque nous ne sommes pas en présence d'une affaire complexe, qu'est-ce qui justifierait qu'une affaire introduite il y a 3 ans, qu'on ne puisse pas trancher et qu'on tranche une affaire introduite il y a 6 mois? Il y a rupture de l'égalité. Par conséquent, il faudrait que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable. Et en accord avec la magistrature, nous devons en discuter sérieusement. On mettra en place un logiciel permettant de suivre leur production quantitative et qualitative. Autant les magistrats seront protégés, autant lorsqu'ils seront coupables de corruption, ils seront sans discrimination traités avec la rigueur de la loi. Et l'accès à la justice voudrait également que nous puissions doter notre pays des institutions des aides juridictionnelles.
permettant aux personnes indigentes de pouvoir avoir accès donc à la justice. L'aide juridictionnelle sera effective chaque année. Le moment venu, je crois que vous reviendrez sur cette question également pour m'interroger au cas où vous constatez que ce n'est pas effectif. L'indépendance de la justice. Le pouvoir politique doit éviter tout rapport incestueux avec le pouvoir qui juge. Lorsque le pouvoir qui juge est sous l'influence du pouvoir politique, c'est que la liberté des citoyens, la vie des citoyens est en danger. On met en prison qui on veut, quand on veut, quand on le veut, et les gens ont peur. Il faut faire cesser cette situation. Nous définirons également des règles claires et objectives d'affectation des magistrats sous l'autorité du Conseil national de la magistrature, du Conseil supérieur plutôt de la magistrature. Il faut procéder aux réformes institutionnelles. Et ces réformes institutionnelles passeront par exemple par le renforcement du pouvoir législatif. Vous voyez, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons des députés, parfois, qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur certains aspects. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Normal pour la simple raison que personne ne peut tout savoir. Dans l'impossibilité d'affecter des assistants parlementaires à chaque député, nous allons mettre à la disposition des groupes parlementaires des assistants parlementaires qui seront formés d'équipes de sociologues, de juristes, d'économistes, peut-être même, en tout cas, pluridisciplinaires, en fonction des besoins. Donc ce groupe peut être une dizaine de personnes à la disposition permanente des groupes parlementaires pour les éclairer, afin de leur permettre de prendre des décisions idoines. Mais en contrepartie, en retour, nous allons supprimer le Sénat. Quand je serai élu, vous verrez que ce Sénat prévu, en principe, ne verra jamais le jour. Ce sont des dépenses inutiles, qui n'ajoutent rien, en principe. Ce n'est pas parce qu'en France, on a un Sénat, que nous aussi, nous devons en avoir autour. Lorsque l'Assemblée nationale fonctionne comme il se doit, lorsqu'il est doté des moyens et qu'on procède à un travail transparent à leur niveau, nous n'aurons plus besoin d'un Sénat. Nous procéderons aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, je dirais, de façon consensuelle. Aujourd'hui, ce qui a été fait n'est pas consensuel. Il faut mettre donc en débat cette question, de sorte à nous permettre ensemble de nous retrouver et de nous reconnaître dans cette Constitution. Une mobilisation plus transparente et équitable des ressources de l'État contribuera à cette modernisation. Et nous pensons mettre un accent particulier également sur l'armée. Parce que aujourd'hui, même lorsque vous discutez avec les militaires, les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas de bonnes conditions. Leurs rémunérations également ne sont pas de bonnes rémunérations. Lorsque le militaire dans sa vie quotidienne est traité avec mépris, comment voulez-vous qu'il respecte le citoyen qui est devant lui? C'est celui qu'on respecte qui connaît la valeur du respect. Donc les militaires doivent être respectés dans leurs conditions de travail, dans leur rémunération. Comme ça, lorsqu'ils seront devant un citoyen, ils savent que ce citoyen aussi mérite d'être respecté, mérite d'être travaillé, d'être payé avec dignité. Nous formons un tout, l'armée et les civils. Nous parlons aussi de la transparence dans les affaires publiques. C'est une question qui intéresse d'abord les journalistes. Lorsque je serai élu, vous reviendrez me poser cette question. Je vous donne ma parole. Nous ferons voter une loi qui permettra à tous les journalistes d'avoir accès à tout document administratif. Dès lors que ce document n'est pas classé secret
d'État ou défense nationale. Cela vous permettra de voir comment les choses sont gérées. Cela vous permettra en réalité de contrôler les choses. Et je crois que cela est valable à tout citoyen. Il sera déterminé les modalités de délivrance. Quand vous introduisez votre demande, dans quel délai on doit vous le faire, et s'il faut que vous payiez des frais, par exemple, de photocopie ou d'impression, je crois que ça ne peut être que des choses symboliques. Mais le droit à l'information est un droit fondamental. Je vous en donne ma parole. Il y aura également une obligation de reddition des comptes. Quand vous êtes un homme public, vous devez rendre compte. Vous devez pouvoir gérer, faire les choses et qu'on puisse vous poser des questions dans les conditions normales. Et dans ce contexte, vous verrez même que le pouvoir exécutif, même ministres, doivent strictement respecter l'Assemblée nationale. Si vous faites quelque chose, vous pouvez être interpellé et que vous puissiez répondre. Que le ministre réponde devant l'Assemblée nationale, il ne répond pas devant les ministres, devant les députés, il est en train de répondre devant la nation tout entière. Par conséquent, ça doit être une obligation pour chacun. Cela va participer à la transformation de l'État. Le développement homogène des régions. Lorsque vous quittez Lomé aujourd'hui, vous allez dans nos régions, vous constatez qu'en réalité, on peut même parfois dire que c'est à peine que nous avons des villes. Il faudrait pouvoir redévelopper les choses, que ces villes soient mieux structurées, que certains services soient décentralisés, de sorte que nous ayons de véritables villes, de sorte que toutes les régions soient développées de façon homogène. C'est indispensable. Il faudrait aussi construire des hôpitaux de différents niveaux. Lorsqu'on est à certaines distances, donc du chef de préfecture, quelle doit être la qualité du centre sanitaire qui doit être là, définie et respectée dans toutes les régions. Lorsqu'on arrivera au niveau préfectoral, il faut des hôpitaux d'une certaine qualité. Et au niveau des régions, il faut encore des hôpitaux d'un niveau plus élevé. Et sur le plan national, des hôpitaux spécialisés dans certains endroits. Cela me paraît également fondamental. L'accès à l'eau potable et à l'électricité. Je l'ai dit, dès lors que nous serons dans une agglomération déjà de plus de 100 personnes, le point d'eau potable ne doit pas être éloigné de plus d'1 kilomètre. Il faut le définir comme ça et procéder à sa réalisation. L'accès à l'électricité pour tous sera également une nécessité. Quels seront les moyens les moins coûteux pour y parvenir? Des sources d'énergie les moins coûteuses, nous nous référerons également aux spécialistes en la matière pour qu'on puisse le réaliser dans un délai raisonnable. J'ai des idées sur cette question, mais je préfère les confronter davantage à celles des spécialistes. Troisième point, peut-être de loin le plus important, c'est l'épanouissement intégral de l'homme. Et l'épanouissement intégral de l'homme passera par une politique volontariste, permettant plutôt la création d'emplois décents. Aujourd'hui, lorsqu'on donne les statistiques sur le chômage dans notre pays, ça me fait sourire et je ne veux même pas m'engager dans ce débat ou avec la manipulation des chiffres où parfois on ne sait pas ce que c'est un travail décent. C'est comme si nous étions dans deux mondes totalement différents. Il faudrait en arriver à la création de ces emplois décents, l'accès aux soins pour tous dans des conditions d'équité, la protection de la femme et de l'enfance. Commençons donc d'abord sur le plan social. Sur le plan social, nous parlerons de l'emploi. Je l'ai dit au départ, lorsqu'un enfant, une personne née d'une famille pauvre, ne peut pas sortir de sa situation par son travail bien fait, on le pousse au désespoir. Et un homme désespéré, on ne peut on ne peut attendre rien de bon de lui. Justement pour cette raison,
Nous ferons élaborer une loi sur la transparence dans l'accès à l'emploi. Nous allons fixer un seuil, probablement 5. Dès lors que nous sommes en présence d'une entreprise jusqu'à 5 salariés, on peut considérer que c'est une entreprise familiale. Mais dès lors qu'on dépasse ce seuil, il faut que l'entreprise puisse nous dire concrètement quels sont les critères objectifs par lesquels il a procédé à son recrutement. Aujourd'hui, si votre frère n'est pas ministre, votre frère n'est pas général, votre frère n'est pas tel, vous ferez tous les efforts nécessaires sans pouvoir trouver de l'emploi. On est en train de pousser la jeunesse au désespoir. Et c'est ce qui fait le lit parfois du terrorisme. Le jeune qui travaille bien doit pouvoir espérer. Savoir que je ne ferai pas l'objet de discrimination. Et les entreprises qui respecteront la règle peuvent obtenir des avantages fiscaux. Et celles qui ne les respecteront pas, et bien évidemment, seront sanctionnées. Il y aura des amendes, il y aura des pénalités. De sorte qu'on en arrive à une transparence absolue. S'il y a transparence dans l'accès à l'emploi et que l'emploi n'est pas créé, mes amis, à quoi servirait la transparence? Rien. Et c'est justement qu'il faudrait créer beaucoup d'emplois. Regardez par le mode de vie. Nous contribuons à la création d'emplois ailleurs. Faites le tour de Lomé et regardez les magasins de prêt-à-porter. Pratiquement tous les 100 mètres. Est-ce que ces prêt-à-porter sont fabriqués au Togo? Mais s'ils sont fabriqués ailleurs, cela veut dire que nous créons des emplois ailleurs. Pourquoi sommes-nous simplement des consommateurs? Pourquoi par notre mode de vie, nous allons contribuer à la création d'emplois ailleurs, alors que chez nous, nous avons des chômeurs? Mes amis, je vous pose deux questions, je vous amuse un peu, puisqu'il semble que je ne ris jamais. Il y a l'autre truc là-bas, vous le voyez, non? Mon image. Dites-moi sincèrement, est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Dites-moi, est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Si vous regardez bien, tout cela a été fait au Togo. Je m'amuse à dire parfois à mes amis que de tous les costumes que je porte, en réalité, un seul, j'étais en mission au Bénin, je passais parfois, je m'amuse à marcher dans la rue. Quand j'ai vu dans une vitrine, une veste, peut-être les rayures m'ont plu, je suis allé, je l'ai acheté. C'est le seul costume que je porte et qui soit fait, donc qui soit un prêt-à-porter. Tout le reste, quand vous regardez, c'est fait au Togo. Mais je vais vous poser une question. S'il me le fait mal, est-ce que vous pensez que je vais retourner chez lui? C'est pour cela, mes amis, il nous faut un travail bien fait. Soit le meilleur pour que Dieu soit. C'est fondamental. Si nous n'adoptons pas cette façon de faire, nous aurons des problèmes. C'est en cela que je vous dis que notre problème n'est pas un problème de moyens, le problème est un problème de mentalité. Il faut convertir les mentalités. Je le ferai avec vous. Je n'ai pas de doute que nous allons prendre le bout. Et donc, nous devons transformer nos produits locaux. Pouvoir transformer nos produits, orienter notre façon de faire vers la transformation de nos produits locaux pour pouvoir créer de l'emploi. Et je vous ai dit, je veux un état de droit également. Je ferai élaborer un code du travail adapté au secteur informel. Parce que notre code actuel n'est pas adapté au secteur informel. Le secteur informel est un secteur de non-droit.
C'est un secteur de non-droit en réalité en raison de l'inadaptation des règles. Notre imagination doit nous permettre de trouver des règles adaptées au secteur informel. Vous n'allez pas travailler et vivre dans la misère. Quand vous regardez très bien nos salaires dans la fonction publique, et quand vous voyez que celui qui est pauvre doit vivre très loin de son lieu de travail, vous vous demandez comment les gens font tous les matins pour arriver au travail. Vous vous demandez si certains ne dorment pas dans leur lieu de travail. Il faut procéder à une augmentation progressive des salaires. Et lorsqu'on procède à une augmentation des salaires, bien évidemment, c'est que nous augmentons la capacité, le pouvoir d'achat des gens. Et si vous augmentez leur pouvoir d'achat, évidemment, soyez sûr qu'ils feront tourner l'économie tournaise. Donc, ne me demandez pas où je trouverai les sous. Je dis 5% d'augmentation sur 4 ans. J'ai dit oui sur 4 ans. Cela veut dire qu'au minimum, nous en arriverons à 20% avant la fin de mon premier mandat. Nous parlerons aussi de la santé. L'accès gratuit aux soins pour certaines maladies. Suivez-moi bien, pour certaines maladies, c'est l'accès gratuit aux soins. Aucun Togolais ne doit plus mourir du paludisme, mes amis. Ce n'est pas normal. Au besoin, nous pourrions procéder à la fabrication des génériques localement. C'est aussi possible, si nous avons la volonté politique. Je sais que certaines firmes ne seront pas d'accord avec moi, mais la protection de l'intérêt du peuple togolais, des citoyens togolais, de la vie humaine doit passer en priorité. Accès totalement gratuit aux soins pour certaines personnes. Totalement pour les personnes indigentes, il faudrait en arriver. Et c'est justement pour cette raison que nous devons nous connaître, que nous devons procéder à l'identification de tous les Togolais et pour pouvoir suivre l'évolution des choses. Si nous sortons de Lomé, les hôpitaux publics n'ont pas de scanner. À Lomé, parfois ça fonctionne, parfois il y a des difficultés. Mes amis, ce n'est pas normal. Il faut trouver des solutions rapides à ces questions. Il faut la disponibilité des produits de première urgence dans tous les hôpitaux. Disponibilité des produits de première urgence. Regardez, mes amis, je prends des exemples. Une personne qui voyage, qui a un accident, qui est dans le coma. Faut-il que ses parents arrivent avant qu'on ne le traite? Une personne qui va au champ, peut-être n'a pas les moyens sur lui, il est mordu par un serpent. Il faut qu'il appelle bien qu'il ait les souches sur lui avant d'arriver à l'hôpital. Alors on sait que ce sont des questions de temps. La personne pourrait mourir. Face à de pareilles situations, si l'État n'est pas en mesure de mettre en place des dispositions permettant de répondre à l'urgence, cela veut dire que nous ne sommes pas dans un État moderne. Il faudrait pouvoir trouver des solutions. Il faut rapprocher les centres de santé aussi des populations. Sur les modalités, on discutera avec les techniciens. Nous devons mettre en place aussi des laboratoires modernes en vue du contrôle strict de tout produit alimentaire entrant sur le territoire national. Qu'est-ce que nous mangeons? Ce sont des questions, mais ce contrôle pour les produits entrants ne sera qu'un contrôle provisoire ou temporaire, pour la simple raison que moi, mon objectif, je le dirai dans quelques instants, c'est qu'on ne puisse plus importer au Togo des produits alimentaires. Il faut en finir. Pourquoi ne pourrions pas par nous-mêmes les produire ici? Créer de l'emploi, fixer des normes, fixer donc des chiffres à atteindre et mobiliser chacun d'entre nous pour y parvenir. À terme, il faudrait plus que nous importions des produits alimentaires.
par notre mode de vie. Nous participons à la création d'emplois ailleurs. Et nous produisons ici des chômeurs. C'est anormal. Une autre préoccupation aussi, c'est la redynamisation des services d'hygiène alimentaire et environnementale. Ce n'est pas normal, mes amis. Lorsque nous étions enfants, nous avons vu les agents d'hygiène qui passaient, et lorsque vous vendez au bord de la route et que les produits ne sont pas couverts, on les ramasse, on les brûle. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour montrer à nos femmes, à nos dames, qu'il faut protéger ce que l'on vend. C'est une question de sensibilisation, c'est une question de formation. Il n'est pas normal, les amis, si je me trompe, vous me le direz, que les gens vident leur puisard de nuit et versent ça sur les voies publiques où nos enfants s'amusent. Ce n'est pas normal. Ce sont des questions d'éducation. Lorsque l'État est présent, on n'assiste pas à de telles choses. Ce ne sont pas des questions de moyens sur cet aspect, mais ce sont plutôt des problèmes de mentalité et de volonté politique. Il faut y mettre fin. La santé de tous est en jeu. Nous allons parler aussi de la protection sociale. Il y a un problème qui me gêne énormément, qui est celui des enseignants auxiliaires, ce qu'on appelle des enseignants auxiliaires. Plusieurs sont toujours dans des situations d'incertitude et d'insécurité. Et les gens, travaillant au profit de l'État, ont pu le faire pendant plusieurs années sans être déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors que chacun d'entre nous n'a qu'une seule vie. Il est en train de partir progressivement. Je vous le dis, s'agissant de ces enseignants auxiliaires, la cotisation rétroactive pour la sécurité sociale sera faite à leur profit lorsque je vais prendre le pouvoir. Vous savez également qu'il y a des gens qui travaillent pour l'État, des sociétés parapubliques, qui ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je sais de quoi je parle en réalité. Je ne suis pas en train de dire des bêtises. C'est anormal. C'est anormal. Je répète que c'est anormal. C'est un manque de considération pour les citoyens. On va rapidement y mettre fin. On va procéder à un recensement de ces situations et rappeler les gens à l'ordre. L'organisation de la protection sociale également dans le secteur agricole et dans le secteur informel. Comment les organiser pour qu'il y ait une protection sociale à leur niveau? Je crois que nous avons des idées sur cette question également, mais on le fera ensemble. Lorsque les femmes dans les sociétés sont dans la période de maternité, l'employeur verse la moitié du salaire et la Caisse nationale de sécurité verse l'autre moitié. Et vous savez, dans les faits, parfois les employeurs refusent de recruter les femmes à cause de cela. Ils ne vous le diront pas, mais ils vont pas recruter. Les femmes sont donc doublement victimes d'une discrimination. Pendant la période de maternité, la cotisation ou bien les salaires des femmes seront entièrement payés par la Caisse nationale de sécurité sociale, de sorte que l'employeur n'ait pas peur de recruter la femme. La protection de la femme, de l'enfance aussi, passera au nom par la création des crèches publiques dans des zones de forte concentration de travailleurs. Ce n'est pas parce que la femme est dans une période à un nourrisson qu'il ne doit pas pouvoir continuer comme il se doit son travail. Et si dans la zone de Kazet,
où nous savons qu'il y a beaucoup de travailleurs, ce n'est qu'un exemple, il faudrait pouvoir mettre des crèches à la disposition des femmes, de sorte que la personne, même pendant cette période d'allaitement, puisse être à côté de son enfant sans gêne majeur. Nous y parviendrons. D'autres préoccupations se rapportent aussi au logement. Une loi sur les baux d'habitation visant à assainir les rapports entre bailleurs et locataires nous paraît nécessaire. Aujourd'hui, tous certains jeunes qui n'ont même pas de revenus, ils doivent donner un an de caution avant de pouvoir trouver un logement. Nous devons ensemble y réfléchir et trouver le délai ou bien de trouver le montant raisonnable, de sorte à garantir aux propriétaires leur droit de propriété, bien évidemment, mais également le droit au logement. Et ce n'est pas tout. Il faudrait aussi faciliter l'accès au crédit pour des logements modestes. L'État devra pouvoir garantir cela. Les gens ne cherchent pas forcément le luxe, mais ils cherchent à avoir simplement un toit propre où ils doivent pouvoir dormir. Je compte également nous pensons qu'il sera nécessaire de reconstruire certains quartiers de Lomé. Les quartiers insalubres doivent faire l'objet de destruction et de reconstruction progressive. Mais je ne le ferai pas comme on vient avec des bulldozers après une semaine de préavis détruire les maisons. Il faut que cela se fasse dans le respect des droits des uns et des autres, dans la concertation et dans le prolongement de ces personnes conformément à leur dignité. Sur le plan culturel, je mets en priorité l'éducation. Et s'agissant de l'éducation, je parle de la redéfinition des programmes scolaires vers l'acquisition de savoir-faire pratiques et utiles. Je m'amuse souvent à demander à mes étudiants qui d'entre vous aimerait entrer dans une voiture conduite par une personne titulaire d'un permis. Il a le permis, vous le savez, mais en réalité, il ne sait pas conduire. Qui d'entre vous aimerait prendre place dans un tel véhicule? Je crois qu'une personne raisonnable vous dira non. Alors, dans ces conditions, pourquoi est-ce que nous cherchons à acquérir des diplômes même si nous n'avons pas la compétence requise? Le diplôme sanctionne une compétence. Par conséquent, nous devons redéfinir le projet, le programme vers un savoir-faire, l'acquisition donc de savoir-faire. Il faut une professionnalisation des métiers. Je vous ai dit, si nous avons de très bons couturiers, ici, nous pouvons produire à moindre coût et inonder également les marchés occidentaux, puisque aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de nous inonder. Je vais parler de mes costumes. Je suis sûr que si on met ces costumes parmi les costumes venus d'ailleurs, et on dit à ceux qui viennent acheter, c'est venu de France, c'est vendu à 150 000 francs, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter. Alors que le coût de revient, pour moi, ne fait pas la moitié de ces 150 000 francs. Vous voyez, chers amis, qu'on doit chercher la professionnalisation, le travail bien fait. Les artisans ne doivent pas être des bricoleurs. Un mécanicien ne doit pas être un bricoleur. Un maçon ne doit pas être un bricoleur. Il faut pour cela créer des écoles spécialisées. Nous n'avons pas besoin d'être des universités, disons des étudiants ou titulaires diplôme universitaire. L'essentiel, c'est de savoir bien faire ces choses et de pouvoir vivre dignement sa vie. Nous devons aussi réaliser avec sincérité la gratuité scolaire jusqu'au collège. Cette gratuité se fera par le fait que, on ne paiera plus des frais de scolarité, mais on devra pouvoir mettre à la disposition des enfants également des cahiers et des livres
des livres empruntés qui seront restitués à la fin de l'année, mais gratuitement. On est en mesure de le faire dans tous les établissements publics. En retour, il faut rendre cela effectif aussi. La scolarisation sera obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Mes amis, c'est cette scolarisation qui permettra aussi la transformation des mentalités, qui permettra aux gens de comprendre ce que nous devons faire, quel est leur devoir à l'égard de la nation et quel est le devoir de la nation à leur égard. Donc, obligation de scolarisation à l'âge de 14 ans. Mais ceux qui ne l'ont pas, qui ont déjà dépassé cet âge, nous allons les encourager à une alphabétisation. Mettre en place des structures les encourageant pour qu'ils aient eux aussi accès à l'information, savoir lire pour pouvoir et mieux apporter leur contribution à l'édification de la nation. La dotation des universités d'importants moyens de recherche dans les domaines prioritaires tenant compte de nos besoins, c'est de faire des réflexions sur notre cadre de vie, les matériaux dont nous disposons, comment nous pourrions les utiliser, qu'est-ce qui nous concerne concrètement. Et donc ces centres doivent être encouragés, on doit leur donner beaucoup de moyens pour faire ces recherches. Regardez, il y a, je crois que c'est un Malien d'origine qui a dirigé, je crois, une section peut-être de la NASA aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Cela voudrait dire que ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de moyens. Et donc, il faudrait que nous puissions doter les universités de ces moyens. Et ce ne sont pas des privilèges pour les universitaires, mais pour leur demander de se mettre au service de la nation par leur réflexion. La valorisation aussi de la diversité culturelle. Il faut promouvoir nos cultures traditionnelles, les valoriser en mettant l'État aussi à leur service. Mais ça se fera en discussion avec tous les corps concernés. La valorisation également des communautés religieuses dans le respect de la loi et de la laïcité. J'étais sur Pyramide FM le dimanche et les gens m'ont reproché d'appeler Dieu, de dire à tout instant Dieu. Je leur ai dit que c'était ma foi et que je n'ai pas de compte à rendre sur cette question. Je me réitère encore. Mais si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'ils l'ont supprimé. Dans la constitution togolaise, le préambule, le peuple togolais se plaçant sous la protection de Dieu. Si le peuple togolais se place sous la protection de Dieu, on reproche à un candidat aux élections d'appeler Dieu, n'y a-t-il pas une contradiction manifeste, mes amis? Moi, je le réitère, je crois en Dieu. Il faut valoriser les communautés religieuses, mais dans le respect, comme je le dis, de la laïcité et de la loi. Le sport, les arts, la musique, ce sont des choses importantes pour nous. Vous voyez, on ne s'improvise pas à mon sens joueur. Peut-être que quand j'étais un gamin, si j'avais été encadré et peut-être dans une structure adaptée, peut-être qu'aujourd'hui je serais un ancien professionnel de football. Parce que je savais jouer moi aussi en réalité. Mais donc il faut détecter très tôt les talents, pouvoir les encadrer et reconnaître aussi que parmi 1000 personnes, peut-être que c'est une quinzaine ou une vingtaine qui deviendront de très grands professionnels, probablement. Alors, on doit les encadrer tout en leur permettant d'aller aussi à l'école, d'apprendre aussi un métier. Ceux qui ne parviendront pas à devenir de grands professionnels ne doivent pas être des voyous. Dans certains secteurs, jusqu'à présent, quand un enfant dit que je vais jouer, on le frappe. Quand un enfant dit que je veux chanter, on le frappe. On ne pense pas que l'on puisse vivre
de cela. Il faut transformer les mentalités, mais aussi forcément pouvoir les accompagner. Sur le plan économique, l'objectif prioritaire doit consister à limiter les importations et à créer les emplois par une industrialisation appropriée et une agriculture moderne. Donc, il faut définir, comme j'ai déjà eu à le dire, des quantités à atteindre et mettre les moyens nécessaires pour atteindre cela. De sorte que, au bout d'un temps, plus d'importation de produits alimentaires dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas gênant? En tout cas, moi, ça me gêne que le Togo continue d'importer du riz, alors que nous avons de vastes espaces non cultivables et qui ne le sont pas. Mais si je vous demande ici d'aller cultiver, chers amis les jeunes, vous n'irez pas. Si je vous dis d'aller le faire avec des roues ou des tabacs, vous ne le ferez pas. Mais si vous savez qu'il y a des machines modernes et que vous serez très bien suivi, encadré, et que votre production vous permettra de vivre très bien, tout en bénéficiant de l'air naturel là-bas, beaucoup de et il faut donc y parvenir par la mobilisation des moyens et par l'encouragement également des jeunes et plutôt de ceux qui peuvent financer. Donc il faut une mécanisation significative de l'agriculture. Il faut regrouper les producteurs de sorte à pouvoir leur apporter l'assistance technique et financière nécessaire. Nous devons sur le marché international identifier les secteurs porteurs qui permettront donc de produire et de pouvoir exporter, si nécessaire après transformation. C'est cette politique soutenue et de façon constante qui nous permettra d'avancer. Et sur les questions d'industrialisation également de notre pays, si nous ne transformons pas, nous ne pouvons pas créer d'emplois. Il faut pouvoir transformer. L'industrie doit être mise au service du bien-être de l'homme par la création d'emplois décents et la satisfaction des besoins. Tout ce qui peut être produit au Togo pour nos besoins, mettons en œuvre toutes les industries nécessaires pour les produire pour nos besoins. D'autant plus que les gens auront bientôt une plus grande capacité de pouvoir d'achat. Il faut une fiscalisation favorable à la transformation des produits locaux en vue de la consommation locale et ensuite à l'exportation. Moi, mon obsession, c'est de tout faire pour limiter les importations. La fiscalisation très favorable également aux industries à forte main-d'œuvre. Si on crée une industrie qui finalement ne va employer que 2 ou 3 personnes, je crois que ce n'est pas ce que je recherche. Parce que quand vous réglez dans un pays le problème de l'emploi décent pour la jeunesse, je crois qu'on a réglé déjà plus de 50% des problèmes. Il faut qu'on en fasse une priorité absolue. Le développement d'une industrie vestimentaire de qualité orientée à la fois vers la consommation locale et l'exportation. Je suis heureux que mes 2 amis à ma gauche ne soient pas en costume comme moi, mais regardez quelle élégance relativement à cette Est-ce que je me trompe, les amis? C'est pas beau? C'est très beau. C'est très beau. Nous devons tout faire pour valoriser ces choses. Mais pourquoi est-ce que les Occidentaux, nous ne pourrions pas les coloniser également pour que eux aussi acquièrent ces habitudes? Ce qui est beau est universel en principe. Il faudrait pouvoir le valoriser. Merci, chers amis, d'être habillés comme ça. Sinon, on dirait que tous nous sommes primitifs sur le plan Une disponibilité à coût raisonnable de l'industrie et de l'électricité aux industries. C'est fondamental parce que l'énergie est un élément nécessaire. Nous parlerons aussi du commerce, la nécessité de réduire les importations par la production et la consommation locale et la nécessité de la qualité et de la compétitivité des produits destinés à l'exportation.
d'alimentation. Dans ces éléments, bien évidemment, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais les infrastructures seront développées de sorte à pouvoir, sur le plan agricole par exemple, évacuer le produit, desservir toutes les zones enclavées, et de sorte que le Togo devienne encore plus petit parce que toutes les zones seront accessibles. L'environnement est un problème aussi d'importance pour nous. Parce que l'environnement fait partie du patrimoine de l'humanité. La façon dont nous exploitons nos ressources aujourd'hui, nous ne devons pas oublier surtout que nos enfants et nos arrière-petits-enfants auront eux aussi besoin de cet environnement, de cette nature. La protection de la nature est d'une importance fondamentale, capitale. Nous l'empruntons, mais nous ne pouvons pas en faire un droit de propriété. Ces questions de sachets plastiques, je ne sais pas si vous suivez, bon, je sais que mes amis, les journalistes, eux, ils ont toutes ces informations. Il semble que si vous allez voir, par exemple, ce sont des données scientifiques, le fond des mers aujourd'hui est totalement saturé de sachets plastiques. Mais quelles en sont les incidences sur les poissons que nous consommons? Quelles en sont les incidences? Peut-être dans 10 ans, dans 100 ans, quelles seront les incidences sur nos enfants? Sur cette question, c'est une parenthèse. À ma qualité d'enseignant, je suis actuellement en train d'écrire un article sur la notion de dommage écologique. Et je crois que la nature même si on peut le dire comme ça, de l'environnement est telle que sa protection devrait conduire à la limitation de la souveraineté des États. Un État ne peut pas dire que je suis souverain, par conséquent je vais gérer la nature ou l'environnement comme je veux, puisque l'environnement ne connaît pas les frontières. Un environnement mal géré au Togo peut avoir des incidences au Ghana et vice-versa. Et je crois que la nature de l'environnement doit pouvoir être un facteur de limitation même de la souveraineté des États. Peut-être nos amis publicistes vont élaborer de nouvelles théories sur cette question. La reconstruction des forêts par une politique de reboisement appropriée nous paraît aussi fondamentale. Et enfin, le dernier point sur lequel je serai très bref, c'est une coopération pragmatique. La coopération, pour moi, le Togo et le Ghana, ce n'est pas de l'ordre des folklore. Qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble dans l'intérêt de nos populations? Nous avons, où on parle de la CEDEAO avec la liberté de circulation, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une CEDEAO des présidents. Passez la frontière togolaise, allez vers le Ghana, vous verrez comment les agents de sécurité du Ghana harcèlent les Togolais ou rançonnent les Togolais. Un jour, j'en ai été victime, j'ai protesté. Voici la réponse qu'ils m'ont donnée. Passez de l'autre côté, regardez ce que les policiers togolais font aux Ghanéens et vous comprendrez ce que nous faisons ici. C'est la réponse qu'ils m'ont donnée. On ne m'a pas rapporté, c'est la réponse que les Ghanéens m'ont donnée. Cela veut dire que les Togolais vont rançonner les Ghanéens et les Ghanéens vont rançonner les Togolais. Ce n'est pas normal. Il faut y mettre fin. Et il faut quelqu'un pour pouvoir discuter avec les chefs d'État actuellement en service pour leur dire que ce n'est pas normal. Et je m'engage à le faire. La coopération aussi, c'est de prendre en compte nos moyens qui sont limités. Certains d'entre vous doivent le savoir. J'ai connu plusieurs personnes qui ont été atteintes, par exemple, du cancer, qui sont allées au Ghana pour les traitements. Ils sont allés au Ghana, non pas dans les hôpitaux publics, mais dans les hôpitaux privés. Ils sont des Danois ou des Suédois. Pourquoi est-ce que le Togo et le Ghana ne peuvent pas progressivement mettre
ensemble leurs moyens. Le Togo, chaque année, donne pas grand-chose, 3 milliards. Le Ghana, chaque année, donne 3 milliards. Ça fait 6 milliards. Au bout de 5 ans, on aura 30 milliards pour une unité moderne. Cette unité moderne pour traiter des maladies spécifiques au profit de nos deux populations. Pourquoi est-ce que le Ghana, ou peut-être le Bénin, le Togo, le Burkina, ne vont pas faire le pari d'un très grand laboratoire de recherche scientifique de portée internationale? Nous nous fixons 4 ans pour le réaliser. Chacun apporte ses cotisations. De sorte que dans 5 ans, nos étudiants de différentes disciplines pourront se retrouver là-bas pour faire leurs recherches, faire avancer nos régions, parce que nous avons une communauté d'intérêts. Les politistes diront une agrégation d'intérêts entre nos différents peuples. C'est ce que moi j'appelle une coopération pragmatique. Et pour tout cela, il faut mobiliser, il faut avoir des fonds. Ces fonds, mesdames, messieurs, je ne ferai pas de la magie. Mais d'abord, je vais réduire les dépenses de prestige de l'État. Il y a parfois des véhicules ici, aujourd'hui, qu'on donne à tout le monde, qui circulent comme une vue, une autre vue, et qui sont des biens de l'État. Le train de vie de la présidence de la République, le train de vie de certains ministères, qui doivent pouvoir rendre compte, gestion dans la transparence. Mais il faut aussi créer les conditions nécessaires à l'investissement privé national et international. Aujourd'hui, il y a des Togolais qui se sont enrichis, mais de peur de je ne sais quoi, qui ont gardé leur argent sous le lit, quelque part. Le moment venu, nous allons les encourager à créer de l'emploi, à investir. S'ils le font comme il se doit, ils seront regardés aussi avec clémence. Et on verra comment trouver le juste milieu. Et il faut une transparence dans la mobilisation des recettes nationales. Parfois, il y a des recettes dont on ne connaît pas leur destination finalement. Je vous garantis que nous aurons une transparence dans la gestion de ces éléments. Et enfin, une fiscalité attractive nous permettra de mobiliser les moyens nécessaires à notre politique. Chers amis, mesdames, messieurs, votre attention soutenue m'a beaucoup plu. Je vous en remercie infiniment. Mais un projet n'est jamais totalement complet. Je compte sur mon équipe, je compte sur tout le peuple togolais pour que nous puissions cheminer ensemble, échanger les choses. Et chers amis, également, c'est maintenant que la lutte veut commencer. Vous devez travailler. Nous devons travailler. Nous devons déjouer les pronostics. Ceux qui pensent que nous ne sommes rien, le seront quand nous serons au pouvoir.